Bonjour et bienvenue dans Cinéba, l'émission de ciné et de débat. Et aujourd'hui, on va parler de cinéma européen, Chacola. Hein. Bonjour. On va parler de cinéma européen. On va faire un petit tour complet, un petit topo, approfondir ce qu'est le cinéma européen, faire un petit tour d'horizon de différents films. Pour pas commencer vraiment avec une question bête qui serait une définition du cinéma européen. Déjà on a mis au clair avec Chacola ce qui pour nous vraiment était cinéma européen parce qu'on a eu des difficultés à se dire est-ce qu'un réalisateur qui réaliserait un film ailleurs avec d'autres acteurs qui ne seraient pas européens, est-ce qu'on le considérait comme européen, tout ça. Donc on a clarifié ça. Est-ce que c'est vraiment clarifié encore? Je ne sais pas pour Chacola. Bah, c'est surtout en fait une question de culture. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi définir ce qu'on appelle la culture européenne. Hmm. C'est que si on arrive bien à faire une distinction européen et par exemple un cinéma, on va dire, américain, c'est que c'est pas seulement des différences géographiques mais bien culturelles. Donc se poser la question sur la nationalité d'un film, c'est aussi se poser la question sur la culture d'un film. Par exemple, Werner Herzog est un réalisateur allemand, et pourtant il a fait de nombreux films français, allemands, américains, et j'en passe. Et plus récemment, il a réalisé un film qui s'appelle Family Romance, LLC, qui est sorti il n'y a pas longtemps sur mobile, si vous voulez le voir, pareil qu'il est très bien. Et c'est un Family film japonais. romance. Ouais, c'est un film japonais. Ah, attends. Oui, si, bah tu sais que je l'ai vu. Bien, j'ai vu l'abondance, j'ai été fou. Déjà, j'ai vu Werner Herzog, mais je dis, il faut ce film, il faut le voir. Ça doit Et être j'ai vu incroyable. moi juste l'introduction de Werner Herzog et c'est assez intéressant sur Family Romance. C'est-à-dire que il présente son film et surtout il présente le thème et son intention, c'est-à-dire le parti pris qu'il utilise. Et moi, j'ai pas pu le voir pour ce podcast malheureusement, mais c'est un exemple de film qui est difficilement classable Classable. dans, le, dans la culture. Enfin, je veux dire, comment on peut définir? Est-ce qu'on définit par son réalisateur? Est-ce qu'on définit par le cadre dans lequel le film s'inscrit? Est-ce qu'on définit par ses moyens de production? Bref, ce sont des questions dont on va se poser dans ce podcast. Ouais, parce que, voilà, déjà pour faire un, un commencement ou un début, même historiquement, bon, on peut peut-être un peu être fier aussi de fait. Est-ce que vraiment, après, ça a commencé à faire débat sur l'origine du cinéma, même déjà qui serait français, mais de ce qu'on sait pour l'instant, le cinéma, le premier film reste réalisé par deux petits personnages connus qui sont les frères Lumière. Et est-ce que pour toi, vraiment, dès ses premiers réalisateurs, on voit déjà un type européen? Quand tu vois par exemple l'arrivée à La Ciotat ou d'autres petits films européens, même du Méliès, est-ce que vraiment tu retrouves cette patte que tu pourrais dire qui poursuit dans les années futures après? La Ciotat, c'est pas exactement le premier film qui a été fait. Non, c'est pas le Ouais, premier, mais je te parle de c'est des pas le premiers premier, mais films c'est le après. premier qui était la première image, on va dire, de cinéma populaire. Sachant que l'invention des frères Lumière, à la base, n'était pas utilisée à des fins artistiques, mais à des fins scientifiques. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que le cinéma est à la fois un outil politique, scientifique, mais il peut être aussi très bien un outil simplement de divertissement. Et pour répondre à ta question, est-ce que on sent une marque d'un type européen? C'est très difficile comme question parce que c'est un film qui s'inscrit dans un contexte où le cinéma est encore assez à balbutiement. Donc, Oui, il y avait euh, l'aspect, il y avait l'aspect aussi historique. c'est-à-dire que la technique du cinéma n'existait pas dans les autres pays, ou du moins c'était pas autant développé. Donc, je ne pense pas que ça soit l'image d'un cinéma européen qui se construit pour l'instant, mais tout simplement d'une pure expérimentation. Alors, on pourrait très bien dire que, de manière sémantique, que ce qu'on voit dans le film, c'est une localité française. Mais je pense que ça s'arrête là, en fait. C'est
ce n'est qu'une question d'image, quoi. C'est-à-dire que, voilà, Hmm. Non, mais c'est vrai je que pense pas. déjà c'est une question dure parce que là je t'ai pris l'exemple de tout premier, donc c'est vrai on n'a pas d'exemple de représentation européenne par le bien dans ce même média. On a déjà une très grosse littérature, donc c'est vrai que pour l'instant ou autre média, mais on n'avait pas. C'est vrai dès que d'autres exemples pour montrer, et c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect de conservation, qu'on voulait garder des images, il y avait un aspect historique à garder tout cela. Et c'est vrai que c'est jusque vraiment parce que franchement, là, j'essaie de me rappeler vraiment des tout premiers films muets français. J'en ai pas en tête. Je sais pas si t'en as Ah, des. on peut très bien prendre comme base, même si c'est pas exactement le début. Et Georges Méliès, on peut déjà prendre ça comme exemple. C'est-à-dire, Georges Méliès, il a utilisé le cinéma comme spectacle. D'ailleurs, je vous conseille de regarder Le Voyage dans la Lune si ce n'est déjà pas fait. Ah, chef-d'œuvre. Et très bon film d'ailleurs. Technique, même la technique est incroyable. Franchement, pour faire ça Exact. à l'époque. Et dont les décors ressemblent à la fois on a une espèce de métamorphose entre une scène purement théâtrale avec derrière soi des espèces de matte painting, c'est une espèce de grands tableaux qui servent de décor aux personnages, et on a à la fois une espèce de construction de maquette qui du coup se rapproche plus d'une représentation enfin d'une perspective du coup. Et c'est déjà en soi, voilà, c'est déjà une marque après culturelle, c'est-à-dire que du coup, ça fait, je pense, écho à la culture d'autrefois. Alors après, évidemment, je ne suis pas penché sur la question, donc je ne peux pas répondre, on va dire, en profondeur, mais c'est déjà, je pense, pour moi, Méliès répond plus à une première marque de la culture enfin, de la culture européenne, du cinéma européen. Bah, surtout que ouais, déjà il fait rentrer des composantes dans le sens, il y a certains de ces films qu'après on a commencé à classer des films de science-fiction, des films fantastiques, donc déjà il entre quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que après Méliès, on a commencé à avoir un cinéma qui s'est exporté dans d'autres pays. On a eu le cinéma muet, donc surtout allemand qui a eu un très grand succès. On parlait avant ce podcast d'expressionnisme allemand, qui a quand même beaucoup marqué le cinéma mondial. Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'expressionnisme allemand a ensuite influencé en partie le néo-réalisme italien, qui lui-même a influencé la nouvelle vague française, et qui lui-même a influencé le nouvel Hollywood. Donc, il y a déjà en soi, on va dire, une succession de nouvelles vagues qui se sont opérées au fur et à mesure des années. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans les années 2000, il y a eu une nouvelle vague coréenne. Enfin, à ce qu'on voit au niveau des films chinois qui sortent récemment, je ne doute pas qu'il y aura aussi une nouvelle vague du cinéma chinois. Pour l'instant, les sorties de films chinois se font encore assez rares dans nos salles, mais ça ne devrait pas tarder, je pense. Ça commence, franchement, c'est vrai que ça fait depuis alors beaucoup sur des films qu'on appelle de genre, mais bien beaucoup sur des polars. Donc sur moi le dernier en date, bien sûr, tu l'as aussi, Une pluie sans fin, qui était incroyable. Mais c'est vrai qu'on on sent quelque chose qui arrive. Mais voilà, tu parlais du coup de ces cinémas qui se sont vraiment voilà, qui ont eu qui sont j'allais dire, ouais, qui ont une référence de base. Donc voilà, le cinéma expressionniste allemand, dont les Italiens sont inspirés et tout. Mais voilà. Ce que je vois, donc la différence, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, la différence pour moi entre l'expressionnisme allemand et le néo-réalisme italien, c'est que l'expressionnisme allemand, déjà, il fait un premier pas dans ce que j'appelle l'introspection, c'est-à-dire qu'en fait, on va représenter les sentiments du personnage, ses désirs, ses fantasmes, ses peurs, à travers des images qui sont justement ce qu'on peut appeler expressionnistes, c'est-à-dire qui déforment, on va dire, une certaine réalité des choses. Par exemple, si on prend Le Dernier des Hommes de Murnau, la patte expressionniste se ressent très bien, c'est-à-dire que le personnage, notamment, quand on voit ses peurs, l'image est dédoublée, mais on a une espèce d'effet kaléidoscopique qui représente un peu le chaos de sa situation. Et je pense que le néo-réalisme italien, c'est pareil, mais sauf que
ça s'inscrit plus dans un contexte social. C'est-à-dire que ici, l'image est beaucoup plus terre à terre. On peut retrouver notamment, par exemple, chez Scola, avec Afro Sale et Méchant, où là où ce qui m'avait choqué la première fois, c'est que au début, on nous montre un village, une espèce de bidonville qui semble être se situer dans un groupe en Italie. Et soudainement, sur la ville, et là on se rend compte qu'en fait, la ville entoure cette petite bourgade, ce petit bidonville. Et il y a un jeu sur les échelles de plan, notamment avec les grands monuments culturels, les grands buildings qui encerclent comme si c'était une prison. Et pour moi, le néo-réalisme italien, c'est un premier pas dans l'étude du quotidien. C'est-à-dire qu'on va plus se concentrer sur des histoires seulement de divertissement ou sur des histoires, qui pourraient, qui sont un peu pour bourgeois, c'est-à-dire voilà, des histoires un peu fantasques. Et là, on essaie de mettre un premier pied dans le quotidien des gens, notamment pauvres, des classes sociales inférieures. Alors là, c'est un peu à nuancer parce que le problème de, par exemple, plus t'as pris l'exemple d'Ettore Scola, c'est un peu l'exemple qui, pour moi, voilà, est l'inverse par rapport à toi. Ça, pour moi, représente une partie et représente peu en fait du néo-réalisme italien, parce qu'en gros, c'est un peu le Ken Loach anglais, dans le sens que c'est l'un vraiment des seuls qui avait cet esprit sur beaucoup de ses films. Hein, tu retrouves cet esprit à prendre des petits gens et vraiment à voir ces films très satiriques, parce que à côté de ça, on a beaucoup de réalisateurs, donc Rossellini, Fellini et même Bertolucci, où c'est un cinéma très presque sur du tape à l'œil. C'est un cinéma où en fait c'est avec la beauté des décors. Ce qui est fort, c'est que surtout jusque des années 50, 60, 70 et 70, là où il y a l'éclat, les Italiens sont beaucoup manifestés dans leur cinéma grâce à leur architecture. C'est pour ça que beaucoup de films, même d'autres pays, beaucoup de coproductions se sont passées dans les villes comme Florence, Rome, Venise, parce qu'en gros, il y avait cette majestuosité que même Argento en est l'héritier, parce que dans ses films, on retrouve, même s'il y a un côté très plus intimiste, il y a un côté très majestueux dans des plans magnifiques. Je voudrais juste rebondir sur Scola. Tu me dis que Scola n'appartient pas totalement à ce mouvement néo-réaliste. Mais sauf que pour moi, en fait, il l'appartient complètement. C'est-à-dire que le néo-réalisme, pour moi, c'est pas une vision fantasmée des classes inférieures. C'est-à-dire que ce sont des films qui vont raconter la vie des classes pauvres, que ce soit romancé ou non. C'est-à-dire que c'est surtout pour moi on va dire, pour la première fois, ou du moins assez tôt dans l'histoire du cinéma, c'est de s'intéresser vraiment aux couches inférieures, c'est-à-dire au peuple. Et peu importe pour moi la vision positive ou négative qu'on en fait, parce que si tu regardes Europe 51 de Rossellini, justement, le personnage de Ingrid Bergman, donc c'est-à-dire c'est une femme bourgeoise, voilà, qui vit dans la haute société, qui un jour voit son fils mourir, je crois que c'est d'une maladie, il me semble, et elle a comme une révélation où elle tombe éperdument amoureuse de la classe ouvrière, et elle, finalement, à la fin, elle en tombe on peut dire amoureuse de ce peuple, c'est-à-dire que elle vit avec ses petits gens, leurs manières, leur façon de voir, et elle les prise un peu pour une folle, parce que justement, son éducation ne lui a pas permis d'appréhender le monde de cette manière. Et à la fin, je trouve qu'il y a une espèce chez Rossellini, une dimension un peu christique chez elle, c'est-à-dire que justement, il y a même un prêtre qui vient la voir et qui justement essaie de la raisonner, alors que finalement, elle est dans la raison, c'est-à-dire que elle a certes, on voit certes un plan avec elle quand elle regarde au loin avec la lumière, elle se noie un peu dans cette lumière christique, un peu qui me rappelle un petit peu aussi le procès de Jeanne d'Arc
Dreyer, où justement, pareil, tu as Jeanne qui justement regarde la lumière et puis qui est enveloppée comme si elle était, pareil, proche de Dieu. Et là, ça me rappelle un peu cette façon de voir justement chez Rossini, dans le sens où lui ne condamne plutôt les bourgeois et ne condamne pas les classes inférieures, alors que Scola, c'est une approche beaucoup plus méchante, on va dire beaucoup plus crue de la réalité. C'est-à-dire que le patriarche, donc dans Affreux et méchant, je ne ferai pas de spoil, le patriarche gagne à la fin. C'est-à-dire que c'est un cycle sans fin dans Scola. C'est juste une question plus pessimiste des choses. Et pour moi, le néoréalisme, c'est pas seulement une question, c'est aussi une question, c'est la technique qu'il y a derrière, c'est la façon de voir les choses, parce que tu prends donc Rossini avec sa figure christique, tu prends donc Scola avec les rêves pardon du patriarche, c'est-à-dire que tu vois un moment qu'il rêve et qu'il rêve, enfin, il a une espèce de cauchemar où en fait il s'imagine ses enfants acheter des choses avec son argent à lui, et tu vois qu'en fait c'est pareil, ce sont des désirs ou des fantasmes ou des peurs qui sont exagérés au maximum. Donc pour moi, on a non seulement l'héritage du cinéma allemand, mais en plus on a le contexte social. Donc pour moi, c'est pas une question de ton, si tu vois ce que je veux dire. Après, on a la différence entre cinéma allemand, c'est qu'on a un cinéma plus froid que le cinéma italien, mais je pense là c'est beaucoup plus culturel. C'est vrai que le cinéma italien est plus, comment dire, plus vivant déjà par ses acteurs, et cinéma allemand est quelque chose de plus, mais au niveau des Scola, parce que là je disais il fait du cinéma, pas forcément, il a fait aussi des cinémas sur des classes plus supérieures, donc il a pas quelque chose, mais c'est vrai que pour moi il détonne. Moi j'adore Ettore Scola, mais mais c'est vrai que par rapport aux autres réalisateurs, par exemple même Rossellini, Fellini et d'autres, pour moi eux ils ont quelque chose de très, ce que j'adore, c'est vraiment majestueux. Je retrouve pas ce côté majestueux dans Ettore Scola, mais ça n'a pas une négativité dans le sens voilà, c'est pas des films, c'est un peu comme les gens qui pourraient dire naïvement ce film américain il est génial, il est immense, c'est des trucs énormes. Ben pour moi ça fait la même chose quand je vois un de ces vieux films italiens de cette période. Ça me fait je suis vraiment béaba de ce genre de film. Donc ça c'est Pinto, ça c'est l'identité visuelle, qui a ensuite été repris du coup par la nouvelle vague. Mais la nouvelle vague en a fait encore autre chose. Alors la nouvelle vague, je pense que c'était beaucoup plus une question de leur philosophie. Moi je vois plus la philosophie comme un cinéma. Enfin le cinéma, je pense, on prend le point de vue de la nouvelle vague, je pense qu'en fait c'était surtout pour montrer que le cinéma était un art total. Donc du coup ils ont utilisé toutes les ficelles possibles du cinéma pour pouvoir créer une histoire. Tu prends par exemple Godard évidemment, mais on peut aussi prendre Varda, Agnès Varda qui a fait Le Bonheur. Le Bonheur, justement, il y a tout un jeu de couleurs et qui pourrait s'apparenter aussi un peu au même jeu de la lumière, notamment avec la gestion des ombres chez les néoréalistes, mais chez la nouvelle vague, c'est encore un pas vers l'expérimentation visuelle, donc c'est encore autre chose. Et le cinéma européen, je pense, se définit aussi par un jeu d'échange culturel et d'expérimentation. Ouais, totalement. Du coup là, c'était bon. Là, je pense que ce sera plus franchement, le nouvelle vague, ton domaine, parce que tu sais la réticence que j'ai, à part vraiment Jacques Tati, que je trouve qui pour moi est un peu ce Ettore Scola à l'envers, quoi. C'est un peu ce Ettore Scola français, pas dans les mêmes choses, hein, mais je parle qui dénote par rapport à ce cinéma que je trouve des fois un peu pédant et très. Tu veux dire dans quel sens? De qui, par exemple? C'est on va parler mais Godard, Truffaut, qu'on met souvent à une certaine personne. Il y avait une certaine époque où on les mettait comme des stars. Alors moi et c'est vrai que le comment dire, le cliché de l'intellectualité française est vrai, parce qu'un cliché de sens met toujours quelque chose, une part de vérité, une part de faux, mais c'est vrai qu'il y avait un côté très très
très quand tu vois certains films de Godard. Alors je parle pas de ces derniers bien sûr, où vraiment là il y a un extrême dans ces films. Même ses premiers films où c'est plus culte, il y a un aspect très lancinant. Le spectateur n'arrive pas à se... Pour moi, dans le sens que quand je voyais les films, j'en étais presque à me dire ok, c'est pour ça qu'on appelle la nouvelle vague. Ils essayent de réinventer alors que non, ils ne réinventent rien. Bon, comme tu dis, il y a des références, mais souvent quand on essaye de vraiment se réinventer, faut qu'il y ait vraiment un décrochage. Et je pense qu'ils ont fait tellement un trop gros décrochage que beaucoup de gens. Donc, alors c'est vrai que c'était quand même le nouvelle vague était apprécié. Après c'est pas une généralité, mais par des gens qui est beaucoup plus aisés, parce qu'on disait que bien sûr le savoir était plus accessible pour des gens qui avaient des salaires plus importants, mais Je sais pas ce que tu veux dire. Tu veux dire pourquoi la nouvelle vague, c'est un peu le début, on va dire, d'une vague d'élitisme. C'est ça? Un peu, pour toi, un peu trop pédant et un peu trop bourgeois. non, pas forcément, parce qu'il y a des cinémas que je vise pas forcément la personne, je vise la manière de ce qu'ils veulent montrer, parce que je peux apprécier, pas forcément, je peux apprécier, c'est pas parce que tu vois, un réalisateur ou comment dire, un groupe de personnes qui ont un style, un genre comme la nouvelle vague, même si une personne pourrait, je sais pas, être bourgeois ou n'importe, ça me dérangerait pas dans les thèmes. Mais le problème, c'est dans la manière dont ils veulent le montrer et ce qu'ils veulent montrer aussi. En fait, ils voulaient un côté universel, alors que moi, je trouvais qu'ils se sont enfermés dans quelque chose. Cette lenteur, ce fait que ce cliché qu'on a de l'horloge ou autre, quand on refait par exemple des sketchs ou des parodies de ce genre de film, c'est quand même une réalité dans un sens. Quand on voit ce film, après, à une certaine époque, j'ai été aussi moi à me dire ah ok, ils sont dans la surinterprétation de certaines choses. On en avait parlé tous les deux il y a longtemps de l'analyse aussi qu'on porte sur ce genre de film. Alors c'est peut-être pas la faute de c'est pas c'était Je ouais me permets quand même de venir défendre un peu. ouais faut défendre quand même. Parce que tu prends Godard notamment, je pense que tu le critiques pour son, sur l'intellectualisation à son extrême. C'est ça que j'ai l'air de comprendre. C'est-à-dire pour toi, il surintellectualise tout dans son cinéma. C'est ça que je comprends. Pour l'instant, tu ne m'arrêtes pas, ça va. Oui, là avec ce que Ok. Alors, moi, je me permets juste de défendre Godard un peu parce que, heureusement, nous avons la chance d'avoir vu pas mal de Godard tous les deux. Donc, on va pas passer pour des ignares. Après, chacun a sa compréhension et son interprétation des films. Parce que Godard, faut pas l'oublier, pour moi, ce n'est pas un intellectuel, c'est un poète, avant tout. Parce que c'est quelqu'un qui quand même, enfin, je trouve, utilise beaucoup d'extraits d'autres films, de livres, de poèmes. Ces derniers films, pour moi, ces trois derniers films, donc c'est-à-dire Film Socialisme, Adieu au langage et Le livre d'images, ce sont trois films, pour moi, qui sont sûrement des collages. Et, personnellement, je trouve que Godard, c'est quand même un réalisateur unique en son genre, c'est un réalisateur qui a réussi, malgré tout, à s'adapter, sur 40 ans. Tu regardes le Godard des années 60, tu regardes le Godard des années 80 et tu regardes le Godard des années 2000, mais il y a des thèmes sous-jacents qui sont propres à ce cinéma, mais ça reste quand même, la forme a changé. oui, non, mais ça, comme j'avais dit, hein, là, je prenais que vraiment ses premiers films. J'ai pas pris, comme je t'ai dit, il y a vraiment un changement. Les années 80. Il a fait un film qui s'appelait, je sais plus le titre, c'était sur la télévision, et l'acteur principal c'était Jean-Pierre Mocky. Ah, je ne me souviens plus. Et pareil, ce film, bon, c'était bardé d'expérimentation en tout genre, mais sur les années 80, c'était quand même sa période la moins expérimentale, tout simplement parce que il sentait qu'il avait renoué, entre guillemets, avec le cinéma commercial. Notamment, il a fait un film avec les Rolling Stones, qui ne parle pas vraiment des Rolling Stones, donc ça avait un peu emmerdé les gens à l'époque. Tu regardes, moi j'ai regardé par exemple de sa trilogie, je vais appeler ça la trilogie de la récupération, parce que pour moi c'est la récupération d'image et de propos. Mais
Tu prends par exemple film socialisme. Moi, j'ai vu film socialisme. Eh bien, je peux dire que film socialisme, on pourrait au premier abord dire que c'est un déchet souvent avec des idées complètement rétrogrades enfin, une belle merde. Mais ce serait seulement si, enfin, on pourrait dire ça si on était un milliard, alors que Godard, c'est quelqu'un qui a une culture immense, et si on comprend sa façon de penser, tout fait sens dans son film. Alors moi, film socialiste, j'ai dû comprendre même pas 20% du film, mais il y a quand même des idées qui sont très intéressantes dans le film socialisme. Notamment, il y a tout un passage au début, donc faut savoir que le film socialiste, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film qui n'a pas de scénario en soi. C'est-à-dire que Godard ne fait plus de scénario, c'est-à-dire que c'est un film, c'est presque des manifestes chez Godard. En fait, il fait ces personnages, enfin ce ne sont plus des personnages, ce sont des idées. Voilà, ce sont plus des idées qu'autre chose. Notamment, l'exemple le plus connu d'un film socialiste, si vous avez vu, c'est les personnages sur un bateau, et en fait chaque personne représente un pays, ou représente une certaine partie d'un pays, voilà, une organisation politique et tout ça. Et je trouve l'expérimentation de Godard intéressante parce que du coup, on sent qu'il ne fait pas les choses au hasard. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans son film, il y a des motifs qui apparaissent et réapparaissent tout au long du film. Et parfois ça prend sens, des fois ça ne le prend pas. Et je pense que ce sont des cinémas qui, à mon avis, enfin, c'est pas avec ta famille que tu vas regarder film socialisme, enfin, du moins j'espère pas, mais c'est un film dans lequel tu peux te plonger et réfléchir sur son propos. Et je pense que tu peux le revoir à nouveau et découvrir de nouvelles choses. Et je pense que on accuse souvent Godard à tort d'être un espèce d'homme prétentieux, enfin, et surtout d'avoir participé à une espèce de masturbation intellectuelle. Mais au contraire, je pense que Godard déjà, je pense qu'il se fout de la réaction du public, parce que ce sont ses films, donc là-dessus, après je le respecte parce que du coup ça fait de lui un auteur, un véritable auteur qui s'en marre pas trop avec les studios, quoi. On va dire, voilà, si ça te fait l'autre chose. Mais en plus, Godard, c'est quelqu'un quand même qui a une vision du cinéma qui est assez prophétique, je pense aussi. C'est-à-dire que le thème, plus on avance dans ces films, plus ces films abordent la question de la perte du sens et la perte du langage, notamment un cas du langage que moi je n'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits et c'est vrai que ça va aborder un peu cette question de la perte du sens. Et mine de rien, dans un contexte post-moderne où tout se veut déconstruit et où il y a construction, on va dire, de nouveaux mouvements, parce que moi je suis student, je ne pense pas que depuis 15 ans il y a de nouveaux mouvements majeurs, culturels, et je pense que Godard a très bien saisi cette nuance et il a saisi comment dire, le premier, et je pense qu'il a donné une analyse très pertinente. Après, on aime ou on n'aime pas le bonhomme, mais dire que c'est un intellectuel prétentieux et parfois con, désolé, mais bon, je pense que il faut re-regarder ces films, c'est-à-dire que il faut voir au-delà des apparences, c'est-à-dire que, en plus, je suis désolé, mais j'aimerais juste terminer là-dessus, c'est que Godard, si vous trouvez ça chiant, regardez, je sais pas, regardez Une femme est une femme. Je ne suis pas sûr qu'Une femme est une femme soit un film chiant, notamment qu'il y a un jeune couple qui s'insulte en lisant des noms de livres. Rigolo comme idée, c'est pas, moi ça m'a pas fait chier, en plus le film est assez, c'est dynamique, c'est intéressant, il y a une belle réflexion sur l'art, sur les relations amoureuses. Voilà, c'est juste que c'est un cinéma qui était en plus avant-gardiste, mais qui a réellement influencé les films à venir, quoi. C'est juste que, Godard, on le laisse un peu à part, alors que, c'était un cinéma qui est profondément complexe, mais à la fois qui est à la fois il n'est pas accessible, mais il le devient si on s'intéresse un peu à son travail. Et notamment, même si on peut lire des livres à côté ou des trucs qu'on a rien à voir, Godard en fera référence. Or, si on lit Antigone, il fera plusieurs références à Antigone. Par exemple, il fera référence aussi, par exemple, à d'autres films. Enfin, je les ai plus en tête. Et puis Godard, désolé, mais regardez ses premiers films. Regardez son premier film. À bout de souffle, un mélange entre un cinéma intellectuel et un film de série B. Et c'est génial à voir.
Regardez à bout de souffle. Et je pense que tout le monde l'a déjà vu, mais pour ceux qui n'ont pas vu, regardez-le. Ouais, à bout de souffle, mais voilà, pour terminer, du coup, on va passer à d'autres choses, mais la chose qui va être subjective, et en fait, je vais faire une chose subjective et objective pour Godard. La chose qui est subjective, c'est que même je trouve que ces films ne sont pas très beaux visuellement. Et Alors, objectivement, je te dis ça tout de suite, je t'arrête tout de suite, c'est faux. ah, C'est faux. je trouve ça Quand on pas. regarde la scène d'introduction de Une femme est une femme, c'est magnifique, tu peux pas dire le contraire. La gestion des couleurs est quand même magnifique. Alors, je suis d'accord que tous ces films sont pas des chefs-d'œuvre, hein. Par exemple, moi, je déteste le mépris. Moi, je supporte pas le Mais mépris. tu sais, non, mais voilà, j'allais dire objectivement une chose. Je pense, je vais dire objectivement. Je sais pas si ça va être prétentieux, mais tu me verras si t'es d'accord avec moi. Je trouve que Jean-Luc Godard n'est pas un très bon dialoguiste. Mais en fait, je pense que il n'est pas très bon dialoguiste. Mais en fait, tu regardes bien, c'est pas des dialogues hein, qu'il met en avant. Ce sont des références surtout. Et C'est-à-dire que bon, il y a eu au tout début de sa carrière, c'était des dialogues. Mais plus tu creuses dans son cinéma, plus ce n'est qu'un jeu de référence en fait. Il s'amuse avec la culture dont il dispose. C'est-à-dire qu'en fait, ces dialogues peuvent paraître soit pas très naturels ou un peu enfantins, ou même, voire même tout simplement absurdes. Mais c'est, je pense, voulu quoi. C'est son intention. Qu'on mais aime ou on n'aime pas. Hein, en fait. c'est ouais, voilà. Non, mais je pense il y a aussi une différence, c'est que c'est vrai que dans le cinéma français, c'est un peu comme tout, hein, dans tous les pays ou n'importe quoi. Il y a toujours eu des groupes d'acteurs, c'est pour ça que souvent, même dans les films de Godard, Truffaut, on retrouve souvent les mêmes. Ça. Et ce qui est drôle, je pense, c'est une histoire de génération, parce que tu prends d'autres acteurs et d'autres types de films, donc des acteurs comme Blier, Gabin, Ventura et tout ça. Je pense, et c'est pour ça que t'aurais jamais vu, je pense, un de ces acteurs dans ce genre de film. Déjà parce qu'ils n'avaient pas la même conception, et je pense c'est aussi une époque où c'est des gens qui ont vraiment connu déjà les acteurs plus vieux, qui ont connu vraiment la dureté de la vie, qui ont connu la guerre, tout ça. Et je pense que moi c'est ça que je critique, c'est que c'est la vision qu'a Godard, c'est une vision un peu privilégiée, qui n'a pas connu la vie, qui n'a pas connu les mêmes types de films. Ce qui est drôle, voilà, tu vois, c'est que des gens qui ont connu, qui ont, co- Je pense très bien que c'est une vision. Ouais. c'est voilà, c'est pour ça que moi, C'est une vision. oui. Regarde bien, il y a des films qui mettent en avant des souffriers et juste des dans ces films. Donc, à la fois, je pense il est bourgeois dans son éducation, mais je pense que ses idées sont profondément proches du peuple. C'est-à-dire qu'en plus, il était maoïste. Il a fait un film, je sais plus, genre, qui était dans ces années-là, les années maoïstes, qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelle ce film. Et là, on voit bien que ce sont des idées quand même qui étaient proches du peuple. D'ailleurs, regarde Godard. Godard, c'est quand même quelqu'un qui met en avant souvent ses idées politiques. Et tu vois bien qu'il y a un glissement petit à petit d'une déception et d'une amertume qui commence à s'installer dans ces films. Tu prends ces derniers films, finalement, comme je le répète, c'est la perte de sens. Et en fait, on arrive à un point de non-retour chez Godard où, pour moi, je vois plus vraiment comme une ode à la vie ou une ode à l'amour ou une ode à l'art, mais plus comme quelque chose qui se détruit de plus en plus, c'est-à-dire quelque chose qui n'a plus de sens. Et je pense que Godard l'a très bien fait, c'est que justement, Godard, on voit maintenant que ses idées, il y a une fluctuance de ses idées au fur et à mesure des années, et surtout des décennies. Donc pour moi, Godard n'a pas des idées fixes déjà, donc c'est-à-dire qu'il peut changer. Et c'est pas parce que il a fui la guerre parce qu'il avait choisi sa nationalité suisse et non pas sa nationalité française, que ça en fait quelqu'un de distant du peuple. Après, je peux comprendre, je suis tout à fait d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais par exemple, à la limite, si je veux voir un film sur le peuple, j'ai qu'à regarder Sergei Eisenstein. Si je reviens pour les autres acteurs, notamment Mablier, tu parlais justement de cet acteur-là, mais c'est parce que Godard déteste le cinéma papa. C'est qu'il déteste le cinéma de divertissement. Pour lui, il exècre ce cinéma-là parce que il ne voit que la façade des choses. Godard, lui, veut exploiter le cinéma à son maximum. C'est pour ça que Godard aimait surtout le montage et pas tellement les plans séquences. Et justement, il voulait exploiter à fond son cinéma.
Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux pas lui reprocher qu'il soit distant du peuple, sachant que c'est pas vrai. Il a fait des films qui, quand même, racontent, encore une fois, la vie de certains ouvriers. Ouais, non. Je sais pas, moi je vois ça. C'est toi qui vois. Hmm. Moi, je ne reproche rien à Godard en la personne. Je trouve que ses idées, ce qu'il met par rapport à ses films, je trouve que ça ne lui représente pas. Je vais te donner une exemple de Godard. Je sais que tu vas pas être d'accord. Godard n'a pas d'idée fixe. Regarde son cinéma des années 60, regarde son cinéma des années 2000, il n'y a plus du tout le même discours. Dans les années 60, ces films, c'était une ode à la vie, à l'amour, à la poésie et à l'art, et au cinéma, par la même occasion. Dans les années 2000, c'est un discours beaucoup plus pessimiste sur la perte de sens, sur les discours politiques et sur la perte du langage. Donc déjà, c'est plus du tout la même chose. Godard est passé par la période maoïste, il a fait un film qui s'appelait La Chinoise, je crois. Il me semble, je crois que c'est ça, ou je sais plus. Bref. C'est un film qui se passe durant les années Mao. Et ce film-là, justement, mettait en avant des idées communistes. Alors, ensuite, j'ai pas dit que Godard avait des bonnes idées, j'ai dit que c'était des idées qui changeaient au fur et à mesure du temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et tu disais qu'il y avait une différence entre celui de Blier et celui de Godard. Mais celui de Godard, justement, Nouvelle Vague, c'était pour contrer le mouvement du cinéma qu'on appelait le cinéma à papa. C'est-à-dire un cinéma qui était du simple divertissement et qui n'apportait rien selon eux. Tu vois, un cinéma pour eux qui était trop limité, trop contraignant, parce que justement, il n'exploitait pas toutes les potentialités du médium cinématographique. Mais Godard a beaucoup expérimenté sur les couleurs, sur le montage, sur la durée des plans, sur les images subliminales aussi, sur le son. Notamment, il y a un travail du son qui est assez excellent, je trouve, dans le film socialiste. À voir, mais bon, après, il y a parfois des grosses e-rape en plein milieu du film, je comprends pas pourquoi, mais ça fait sens à la fin du film. Et pour moi, je peux tout à fait comprendre qu'il y a un fossé entre le cinéma d'antan ou un autre cinéma et le cinéma de Godard, mais faut pas oublier que ces cinémas-là visent d'autres objectifs, des objectifs complètement différents. Et je ne dis pas que par exemple un cinéma par exemple plus classique soit moins bon que le cinéma dit de la nouvelle vague. C'est pas ça que je suis en train de dire, c'est juste que c'est faux. C'est deux manières de voir différentes, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une émission en fait qui m'a refait penser à un débat qu'on avait eu. Là, ça va revenir avec le cinéma français, dans l'opposition entre Godard et les autres films que je te parlais. J'avais vu une émission où, en gros, ça parlait de cinéma français. À un moment, il parlait de l'acteur Gabin et il disait, qu'est-ce qu'il avait dit Gabin sur le fait qu'est-ce qu'un bon film. Et ce qui est drôle, c'est que c'était un truc que tu t'avais reproché au cinéma d'aujourd'hui. Gabin, il disait, pour qu'un film soit bon, il faut qu'il y ait une histoire. Il disait, si un film est pas bon, c'est qu'il y a plus d'histoire. Et en fait, c'est quelque chose qui m'est retenu. Tu m'avais parlé, tu sais, au niveau du scénario, les gens, c'est vrai que se placent au niveau de l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'histoire. Les acteurs ne racontent plus rien. C'est ça que Godard faisait à merveille. Et c'est là où, justement, pour moi, c'était brillant ce qu'il avait fait dans ses derniers films. Non, enfin, j'ai vu le film socialiste et j'ai vu juste des extraits du livre d'images et d'adieu au langage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il a saisi le truc, quoi. Il a compris. Il l'a compris avant tout le monde. C'est pour ça que Godard, je ne suis pas particulièrement aficionado de son cinéma, mais je comprends très bien où il veut en venir. Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire par la citation de Gabin. Moi, le scénario, honnêtement, je m'en bats les couilles. Dans le sens où les situations, évidemment, sont importantes, le sujet est important, raconter une histoire, c'est important, mais en fait, je veux dire, l'histoire, c'est pas l'objectif, en fait, c'est pas de raconter une histoire, c'est de raconter une histoire à travers le cinéma. C'est ça qu'on oublie souvent. Et c'est ça que je reproche aussi à certaines personnes qui ont une conception un peu trop aussi pareil, un peu trop basique. C'est-à-dire que
putain, le scénario, on est d'accord, mais enfin, je veux dire, avant tout, c'est quand même ce qui est unique au cinéma qui doit primer. Enfin, je sais pas, moi, c'est pour moi, ça coule de source, quoi. J'ai du mal à concevoir autrement, parce que pour moi, une histoire, ça peut être très bien en un livre, ça peut être très bien dans d'autres arts, quoi. Genre, je l'ai déjà dit dans le précédent podcast, et on en revient toujours là-dessus, c'est qu'après, le cinéma européen a réinventé aussi une façon de voir l'histoire, de la conceptualiser. Donc notamment en faisant la part d'elle au visuel, et quand je dis visuel, là, j'entends pas visuel, j'entends mise en scène, évidemment, qu'on se comprenne bien. Mm. Et pour moi, c'est pour ça que tu prends par exemple la nouvelle vague française, pardon, oui, c'est ça qu'on devrait dire, la nouvelle vague française, c'est quand même aussi un contexte assez particulier. C'est-à-dire que ce sont à la base des critiques qui ont fait des films. Ça, c'est intéressant aussi culturellement. C'est-à-dire qu'on a déjà une réflexion intellectuelle à la base, et ensuite ils ont conceptualisé toute leur pensée sur des films. Ça, c'est quand même intéressant. Genre, Truffaut, Godard, a fait des critiques à la base. Ah, mais c'est peut-être pas le bon truc. C'est ce qu'on dit, un critique, c'est un artiste qui n'a pas réussi dans la vie. Peut-être que ça, Godard, il a bien réussi. peut-être qu'il y a des gens qui ont bien, ouais, voilà. Il y a deux côtés, on peut avoir les deux points de vue. On peut se dire, ah, est-ce que franchement, Et regarde, je vais juste t'amener sur le truc. Pour te dire à quel point l'intellectualisation, comment dire, peut être associée aussi au cinéma européen, c'est le dogme 95. Notamment, donc, au Danemark. Et le dogme 95, donc, vous pouvez le lire, hein, il y a un manifeste dessus sur Internet, hein, voilà. Il y a 10 points importants, notamment, par exemple, le tournage doit être fait sur place, il ne doit pas y avoir d'accessoires de décor, le son ne doit jamais être utilisé à part des images et inversement, la caméra doit être portée à la main, le film doit être en couleur, tout traitement optique ou filtre est interdit, enfin bref. Et c'est dans une volonté de se rapprocher encore plus dans une réalité. Et tu vois, c'est le cinéma européen, on peut aussi le définir comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les différents mouvements de pensée et intellectuels qui ont formé le cinéma européen. Je prends aussi un autre exemple. Alors voilà, pour tous ceux qui veulent voir un film européen qui n'est pas connu et qui pour moi est un chef-d'œuvre, et moi c'est personnellement, ça fait partie de mes top 10, ce film s'appelle L'incinérateur de cadavres. Ce film, c'est un des meilleurs représentants pour moi de la nouvelle vague tchécoslovaque, qui est fait par Juraj Herz. Je sais pas si je prononce bien, mais vous irez voir comment ça se prononce, parce que moi je sais. Ce film est pour moi avant-gardiste, mais à un point où c'en est même, je trouve fascinant, parce que du coup, ce film, donc je ne vais pas trop révéler son intrigue, mais pour vous faire simple, c'est l'histoire d'une famille donc qui était tchécoslovaque, dont le patriarche, le père, apprend un jour qu'il a du sang allemand dans les veines. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. La force allemande nazie est sur le point d'envahir le pays, et lui, il doit du coup s'engager auprès de l'armée, mais au début il n'est pas, enfin je veux dire, il refuse ce sang allemand, et ensuite petit à petit il en voit les bénéfices. Il y a une espèce de fantasme qui s'installe, et il est de plus en plus, comment dire, sa vision, son monde se transforme de plus en plus en objet de fantasme. Donc notamment, donc on a une espèce d'ascension politique chez lui. Il est du coup, c'est un incinérateur de cadavres, hein, comme le titre le suggère. Et au début, il crée une espèce de contre-société dans son entreprise, où en fait il met en avant des marginaux, donc soit c'est des drogués, soit c'est juste des ratés, et du coup il y a une espèce au début pas qu'il y a une crasse dès le début, mais il y a une crasse tout en étant plutôt humain, on va dire ça comme ça. Et ensuite, il devient une espèce de dictateur en puissance, c'est-à-dire qu'il est une image tellement fantasmée de lui-même qu'il en vient à tuer sa propre famille. À tuer sa propre famille en disant qu'il va tous les sauver. Donc en fait, pour lui, la mort sauvera des personnes. Et pourquoi je parle de ce film en particulier? Parce que notamment pour son sujet,
mais c'est surtout pour sa mise en scène. Regardez ce film pour son travail sur les lumières, regardez ce film pour son travail sur le montage qui est absolument magnifique, parce que du coup, on alterne avec des images, on va dire un peu fantastiques et de toute beauté, avec des grands plans, par exemple menant sur un temple, notamment il parle d'un temple tibétain, où il est complètement gaga, enfin, je veux dire, il en devient d'ailleurs, il parle d'un espèce de sage tibétain, et il se transforme de plus en plus entre guillemets en ce sage tibétain. C'est-à-dire qu'en fait, il se voit en sage tibétain. Et la manière dont il l'a représenté, c'est assez intelligent, c'est qu'au début, ce n'est qu'un livre. Ensuite, le livre, il sert de décor dans l'appartement dans lequel sa famille vit. Et ensuite, la couverture de livre fait office de ciel, on va dire. C'est de ciel. Comme si, finalement, il dirigeait ce temple dans le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de spiritualisme chez lui, et du coup, on sent vraiment une déconnexion face à la réalité. Et pourquoi je parle de ce film, je suis désolé de prendre la parole si longtemps, c'est que ce film a des mises en scène qui sont avant-gardistes. Par exemple, je prends un exemple. Il fait une transition en balayant la caméra d'un plan à un autre. Mais c'est tellement bien fait qu'on s'en rend pas compte. Et ça, ce film est sorti... attendez, je vérifie quand même la date de sortie, mais il y a d'autres idées, bien sûr, avant-gardistes. Ce film, il me semble qu'il est sorti en 1900, voilà, il est sorti en 1968. Et donc, il y a des idées de cinéma qui sont complètement novatrices, notamment celle-là, mais aussi au niveau, on va dire, du visuel, notamment sur le travail sur les lumières. Donc, notamment, le cinéma européen a non seulement influencé les nouvelles vagues qu'on connaît tous, donc le néoréalisme italien, la nouvelle vague française, mais aussi des mouvements qui sont peut-être un peu moins connus, plus étrangers chez nous, notamment la nouvelle vague tchécoslovaque. Et je le redis encore une fois, regardez ce film, vous ne serez pas déçus. Mais donc c'est un film qu'on. Je suis désolé de partir en brique tout le temps comme ça, je suis désolé. Pour la prochaine fois, j'essaierai d'être plus... Non, c'est bon. Non, même moi, je vais être contradictoire, hein, parce que l'homme est fait de contradictions. Et oui, parce que même si je n'aime pas le cinéma que je trouve intellectuel de Godard, j'aime un cinéma qui a été dit intellectuel. En parlant de tchécoslovaque, c'est un peu plus au nord et un peu plus à l'ouest, c'est le cinéma suédois. Parce que je voulais parler de Ingmar Bergman, bien sûr. Cinéma que j'adore et qu'on a souvent dit, voilà, c'est un peu c'est pas pour moi c'est pas du tout le Godard français, mais on l'a souvent associé à une forme de film intellectuel, aussi par sa mise en scène. Et voilà, mais c'est pour ça que je te parlais d'histoire. Je trouve que c'est le genre de film où en fait tout le monde peut le regarder, tout le monde comprend. Ingmar Bergman, c'est un cinéma très éloigné, mais où parce que j'avais vu il y a pas longtemps, du coup c'est dans la même mission que beaucoup d'acteurs en France, par exemple sur du Godard ou Truffaut, arrivaient sur les tournages, on leur disait des fois de dire des phrases, se mettre dans certaines positions, et en fait après au montage ils coupaient certaines paroles ou ils donnaient quelque chose qui était très bizarre pour l'acteur, et en fait l'acteur lui-même ne comprenait pas. Alors que si on prend un Bergman qui est totalement je pense un des gros piliers de la représentation du cinéma européen, avec un cinéma très froid qui par ailleurs ressemble presque au cinéma allemand par ses thèmes. Herzog a dû sûrement s'inspirer de Bergman. Je suis pas... Bergman qui est un cinéma quand même, on va dire, qui se concentre surtout sur un microcosme. En fait, c'est souvent c'est souvent un film où en fait ça se passe à un endroit souvent très éloigné, souvent un peu oui, c'est vrai. Et justement, tu regardes par exemple, tu regardes, je sais pas moi, le 7e saut. C'est vrai que le 7e saut, c'est pas un film qui a une temporalité très longue, et en général, ça se passe sur des brefs instants, mais qui sont, comment dire, dont on connaît toute l'étendue. Voilà, c'est presque, le film se passe presque dans un temps réel, on peut dire presque ça, quoi. Et notamment, un autre film qui est, notamment le Sonate d'automne, avec Ingrid Bergman. Alors, ce n'est pas sa femme, hein, c'est juste qu'ils partagent le même nom.
pareil, ce film est excellent. Et ce n'est qu'une histoire de femme. D'ailleurs, Bergman, comment dire, pour moi, Bergman, c'est quelqu'un d'assez accessible. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, oui. Ouais, non, mais j'allais dire, là, je suis complètement, je suis d'accord avec toi. Alors, pas, bien sûr, je pense que pour conseiller au niveau de l'entrée, tu viens de citer le septième saut, même Sonate d'automne, mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être plus compliqués, mais c'est vrai que dans sa globalité, c'est un cinéma accessible. Mais par exemple, par exemple, justement, Sonate d'automne, si on regarde le début du film, il y a un type, donc c'est le mari d'une femme, moi, je ne peux dire rien sur le film parce que bon, pour le coup, on va peut-être pas trop s'attarder dessus. C'est c'est juste une histoire de relation mère-fille, on va dire, qui se passe très mal, une relation assez toxique entre elles. Et le mari, du coup, fait un peu office de narrateur au début. Et en fait, il nous introduit à l'histoire et il dit à quel point il aime sa femme. Et en fait, il joue un peu le rôle d'intermédiaire, notamment c'est lui qui révèle un secret important au milieu du film. Et il fait office d'intermédiaire, vraiment de médiateur. Donc en fait, il est à la fois un personnage et à la fois il est un narrateur un peu implicite. C'est un peu lui qui va déclencher l'histoire. Et je trouve que c'est très simple d'accès. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. C'est le seul personnage qui s'adresse à la caméra. Au tout début du film. Donc pour moi, Ingmar Bergman, c'est magnifique. Les dialogues sont de toute beauté. C'est une mélancolie absolue. Et c'est accessible. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuse. Oui, Bergman, magnifique. Il n'y a pas d'excuse pour pas le regarder. Qui est beaucoup avant-gardiste sur plein de sujets. Il n'y a pas d'autres films qui soient un peu plus complexes. Hein. Tu parlais de Bergman, comme je disais, magnifique. Mais c'est vrai que même les films qu'on a cités, en fait, c'est un cinéma en fait qui est très complexe, même Sonate d'automne. Mais en fait, c'est un film qui est accessible. C'est ça qui est fou, parce que ces films peuvent avoir une lecture très simple, comme une lecture très poussée. Alors, parce que du coup, je parlais de Bergman, et ben ce qui m'a fait penser à autre chose. Un cinéma qui est bien sûr très occidentaux, alors qu'il n'est pas sur le continent occidental. Bien, c'est sur la frontière, c'est presque sur la frontière. S'il est en Asie, c'est le cinéma russe qui ressemble beaucoup. Et bien sûr, un des réalisateurs que je trouve qui est très similaire à Bergman, c'est Tarkovsky. Pour moi, c'est un cinéma, quand je le vois, je pense aussi à Bergman. Ah oui? Ouais. Moi, je trouve que Tarkovsky est beaucoup plus petit que Bergman. Bah ouais, il y a déjà quelque chose de beaucoup plus grand, un aspect qui touche quelque chose de plus haut, même au niveau de politique. Mais c'est déjà ce qui fait penser ça, c'est juste que c'est un style très scandinave et ils ont la manière d'être et dire la manière d'aborder les sujets sont vraiment similaires et de plus, il y a beaucoup d'acteurs de chez Bergman qui ont tourné dans les films de Tarkovsky. C'est ça aussi, il n'y a pas que ça qui me fait penser. Mais t'as raison que déjà Tarkovsky a une ampleur plus énorme dans la manière dont il veut montrer. C'est vraiment des Tarkovsky, c'est des tableaux sur pattes. Quand tu vois Stalker, tu es imprégné dedans. Quand tu vois Andrei Roublev, t'es imprégné dedans. Dans tous ces films, tu es imprégné, et beaucoup de ces films ont inspiré un Solaris. Même eu un remake de Solaris de Steven Soderbergh avec George Clooney, donc déjà faut le dire. Hein. Ah oui, je suis d'accord, mais tu vois, dans ma conception des choses, Tarkovsky c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche de la spiritualité, tu vois. Alors, Oui. parce que Bergman c'est pareil aussi, mais je dirais que comment expliquer ça? Pour moi, c'est deux choses complètes. C'est à la fois des choses qui sont très similaires, mais aussi très différentes. Pour moi, ils n'ont pas exactement la même philosophie des choses. C'est-à-dire que on a plus un rapport sur la foi avec Tarkovsky qu'avec Bergman. Alors, Bergman, il vient sur le septième saut, on est d'accord. Mais il y a certains, là, c'est plus des films qui se concentrent sur un microcosme, sur les relations entre des personnes, quoi, vraiment, où c'est le dialogue qui prime. Ce qui est pas avec Tarkovsky, mais lui, il a beaucoup plus cette le dialogue de Stalker prime pas mal. Ça a vraiment un aspect presque théâtral.
c'est le côté à la fin où justement le stalker, celui qui était intermédiaire entre les hommes et cette entité qui n'a pas réellement de nom, dont on ne connaît finalement rien, eh bien lui en a marre de devenir l'intermédiaire et lui voudrait bien communiquer avec cette entité. Et à la fin finalement ce n'est qu'une déception quoi, parce que c'est comme, il va pas le rejeter, mais il rejette du coup la perte de la spiritualité, de la foi des hommes. Et c'est vrai que c'est extrêmement touchant, Stalker. Après Solaris, dans le cas de Solaris, je dirais que je trouve je sais pas toi, mais je trouve le film plus simple dans Solaris. C'est-à-dire que c'est vrai que ça parle surtout des souvenirs et des expériences qu'ils nous ont fait et qui, font nous des humains. Mais je trouve pour le coup le traitement un peu plus simpliste, tu vois. Mais ça n'en fait pas Mais c'est vrai, mais surtout que je trouve que ce qui représente le plus Tarkovsky dans ce film, je pense, c'est le début et la fin. Parce que, comme tu disais, il y a cette spiritualité, mais il est très... Tarkovsky était vraiment un attaché de la nature. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ses films qui sont proches de ça. Et je pense que les plans, par exemple dans Solaris, il y a ce plan de début de fin où le personnage principal est au milieu de ces herbes... ces herbes et cette eau qui fait onduler ses feuilles. Et je trouve vraiment, c'est ce qui montre pour moi l'atmosphère. Il y a quelque chose de très nature. Il y a l'homme et la nature. Tarkovsky, il y a quelque chose de très simple. exactement. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, non, mais il y a ça aussi. Et après, c'est vrai que là, on a pris des cas. Stalker est peut-être vraiment, bon, c'est vraiment le film qui est un peu à part. On l'a souvent mis, voilà, le film de Tarkovsky, mais c'est vrai que déjà en plus l'histoire du tournage, mais je trouve que c'est vraiment un film à part par rapport à tous ces films. Et c'est vrai qu'on l'a mis en avant ce film, parce qu'il est très représentatif en même temps de Tarkovsky. Mais il y a quelque chose qui me fait dire, voilà, c'est une œuvre unique par rapport à toutes les autres. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'as eu la première fois que t'as eu ce visionnage par rapport à Stalker? Comment t'as été? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce cinéma, à ce film-là? Tu vois que Stalker est un film qui est entre guillemets unique dans sa carrière. Enfin unique, j'entends, qui est le plus qui se détache le plus de sa carrière. C'est ça que je comprends. Mais en même temps, il représente bien sûr tout son univers. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais du sacrifice alors? Ah, le sacrifice, c'est plus, la sacrifice, c'est beau. Oui, mais le sacrifice, c'est beaucoup un film posthume. C'est un dernier film pour résumer sa carrière. Oui, mais c'est pas un simple film pour résumer sa carrière. C'est un film qui, lui, carrément, c'est un film qui exacerbe tout son cinéma, quoi, tous les aspects de son cinéma. Pour moi, Stalker, c'est pas une œuvre à part, c'est plutôt une œuvre représentative, mais vraiment que représentative. C'est-à-dire que quand j'ai vu Stalker la première fois, donc faut savoir que mon premier Tarkovsky a été Solaris, et ensuite quand j'ai vu Stalker pour moi est un film qui, enfin pour moi c'est le plus populaire pour deux raisons. Déjà parce que les gens, ils ont vu de la science-fiction, donc ils se sont dit ah oui, il y a de la science-fiction aussi soviétique, vous avez vu. Et aussi tout simplement pour ces thèmes qui sont peut-être moins complexes ou plus complexes, je ne sais pas, que ces autres films. C'est-à-dire qu'en fait il y a peut-être plus de substance dans Stalker que dans ces autres films. C'est une hypothèse, mais Après voilà, c'est la manière dont on aborde dont on voit comment dire les thèmes. Par exemple, moi, mon préféré, c'est Andrei Roublev. C'est un film qui n'est pas un sujet qu'on pense universel. Moi, je trouve ce film totalement universel et qui aborde tous les sujets. Je pense, c'est une manière aussi de s'approcher. C'est drôle parce que il a un côté, il a eu dans sa carrière presque un côté kubrickien dans le sens rien à voir avec son style ou autre, mais dans le sens qu'il s'est abordé à presque tous les genres du cinéma, un cinéma voilà historique, dire sur une période plus passée, une période de science-fiction. Je pense qu'il a eu quelque chose comme ça que, en gros, ce qui est bien pour un réalisateur qui aborde tous ces thèmes-là, c'est qu'en gros il peut exploiter ce qu'il veut dénoncer, ce qu'il veut montrer de manière plus importante que s'il faisait sur des films qui se ressembleraient au niveau temporalité ou au niveau genre. Et je voudrais juste faire un petit tour d'horizon, parce que genre, pour le cinéma russe, je ne voudrais pas me limiter à
à Tarkovsky. C'est que Non, je citerai à parler de deux cinémas, deux autres types tu de vas, cinéma. tu vas me parler de l'homme à la caméra, c'est ça? Non, je vois pas de la caméra, parce que lui, la caméra, bon, c'est pas tout ce que tu connais, hein, tout. Non, je parle seulement, je parlais des films de propagande soviétique. Et oui, voilà, donc c'est pas le point Godwin, c'est le point Staline. Le cinéma soviétique est pour moi un cinéma qui a aussi contribué à la modernité du cinéma, donc notamment l'homme à la caméra, mais l'homme à la caméra, c'est que, on va dire, ce n'est que le début. Ensuite, il y a eu bon, le fameux Kirase Potemkin que tout le monde, je pense, a vu quand on s'intéresse au cinéma soviétique. Il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple la ligne générale, il y a la grève qui est, je le trouve vraiment excellent. Alors moi j'avais acheté une édition de la grève, faudrait que je le retrouve. Et comment dire, c'est une édition qui est assez particulière. Comment ça s'appelle ah voilà, Pierre Lodowski, voilà. Et il a fait de la musique contemporaine sur fond de la grève. Et quand je dis Hmm. contemporaine, c'est de la musique, en fait, c'est une succession de signaux, ou un peu de signaux de bateau et tout comme ça. Et en fait, c'est pas véritablement ce qu'on peut appeler de la musique classique, hein, de la musique au sens où on l'entend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rythme, c'est juste des bruits qu'il a placés à certains moments du film. Donc en fait, on a une idée de chaos du début jusqu'à la fin. Du coup, ça veut dire Et que parce que comme j'ai pas vu ce film, est-ce que du coup il y a le fait de ces bruits, un aspect industriel qui pourrait rappeler la grève et du coup dire avoir un lien. Est-ce que c'est un lien? Moi, comme j'ai pas vu, c'est une question genre vraiment si les les c'est-à-dire, c'est deux choses. Je pense que, un, déjà, au sens le plus basique, le fait qu'il y ait des sons qui n'ont pas de but à pour en parler, qu'en fait ce n'est qu'une succession, ce Hmm. n'est qu'une succession de bruissants, insignifiants, et qui se transforme en une espèce de cacophonie dans les moments, on va dire, d'action. Je pense surtout pour représenter le chaos politique. Ensuite, après, je pense que la musique industrielle, justement, c'est un peu de l'industrie, ça, en fait, c'est vrai que c'est un peu des bruits, un peu de scie, un peu de frottement. Et ben pour moi, ça peut aussi évoquer je pense que c'est le constructivisme soviétique, c'est-à-dire qu'en fait, on met en avant la construction humaine, quoi. C'est-à-dire les bâtiments. Du coup, en fait, je pense que ces bruits aussi évoquent la construction des monuments soviétiques, donc du coup le constructivisme. Je pense que c'est un jeu entre la construction et la destruction Hmm. à la fois. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait justement le film est ambigu. Alors je sais pas si c'est moi qui surinterprète, mais moi j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait la musique du film est à la fois en faveur et en défaveur du film. Donc moi j'ai trouvé ça pas inintéressant, même si je trouvais que la musique était insupportable à la fin du film. Bon, entendre ça pendant 1 heure et demie, voilà, c'est pas la panacée comme on dit. Donc voilà. Et je voudrais aussi aborder un autre film, parce qu'on n'a pas parlé de cinéma d'animation, et je pense que je vais quand même juste aborder un petit point animation. Donc toujours chez les soviétiques, donc on a une espèce de maison d'édition, quand je dis espèce de maison d'édition soviétique, c'est-à-dire qu'en fait ça a été pas démantelé, mais ça ne sert plus le même but qu'autrefois. Hmm. Ça s'appelle le Soyuz Motfilm, c'est-à-dire c'est une maison, enfin c'est un studio d'animation réservé pour les films d'animation soviétiques, et il y a un réalisateur qui est très connu pour ceux qui s'intéressent à l'animation, qui s'appelle Yuri Norstein. Ce réalisateur a notamment fait un film qui s'appelle Le Conte des Contes, qui est un moyen métrage d'à peu près 40 minutes, qui raconte, on va dire, en gros, certains moments de sa vie, donc notamment la Seconde Guerre mondiale. On a aussi des moments de vie, on va dire, entre leurs personnes. Alors, on n'a pas de dialogue, hein, on n'a pas vraiment de dialogue, c'est surtout des expérimentations visuelles, encore une fois, qui du coup, ici, se rapprochent plus du stop motion, avec des petits bouts de papier, donc qui ont été superposés. Et notamment, on suit aussi une histoire d'un loup qui récupère un bébé dans les bois et qui essaie de l'adopter. Et c'est un très beau film aussi, Le Conte des Contes, qui est gratuit sur YouTube, vous pouvez le voir. Je crois qu'il est en bonne qualité, il me semble. Donc, allez, si vous voulez faire un tour sur le cinéma soviétique et particulièrement d'animation,
Voilà. Ah, Il y a, j'ai regardé les images, c'est magnifique. Là, je m'attendais pas à ça. voilà, le conte des contes, c'est très bien, et aussi notamment l'animation propagande, propagandiste de l'URSS avec les Tachanka. Voilà, si vous avez vu le clip sur YouTube où il y a des soldats justement en fond rouge qui tuent, on va dire l'ennemi, c'est pareil, ça c'est du fantasme, mais pareil, voilà, c'est un Hmm. travail d'orfèvre que nous a proposé l'État soviétique, et je trouve que c'était à but politique, hein, c'était surtout pour montrer la légitimité culturelle du pays, mais justement, en se permettant de faire ces choses-là, encore une fois, on revient sur ce mouvement intellectuel, si justement ces motivations politiques qui ont permis la création de ces films-là, et du coup, d'avoir une renommée internationale. Notamment, Yuri Bernstein, il me semble qu'il a été cité parmi les influences de Miyazaki. Hmm. Donc, Yuri Bernstein est reconnu dans le monde entier. Donc ça, c'est une chose à savoir aussi. Voilà, pour montrer que le cinéma soviétique a grandement influencé le cinéma, on va dire, d'outre-mer, notamment par son montage intellectuel, voilà, qui était pas un montage seulement pour dynamiser la scène, mais aussi pour incorporer des idées politiques et des éléments dans le film. Pareil, on revient toujours à cette idée d'intellectualisation qu'on retrouvera finalement dans les années 70-80, enfin plutôt 70, avec le nouvel Hollywood. Hmm. Bah, du coup, t'as fait une bonne transition. Pour terminer sur l'animation, on va aller en France et en Angleterre parce que ce sont les deux pays où je pense là on pourra se mettre. On n'a peut-être pas été d'accord sur tous la nouvelle vague française, mais peut-être qu'on va avoir des points d'accord sur. D'abord commencer par le cinéma d'animation français. Toi, c'est quoi les films qui t'ont marqué, les films pas que des petites productions, mais vraiment des films qui t'ont, même sur le plan de ce qu'ils voulaient transmettre, les films d'animation français qui te marquent, qui te reviennent en tête. Alors là, je t'avoue, j'en ai pas un tel, j'en ai, on va dire, c'est deux qui sont c'est- et des films, on va dire, plus, comment dire, plus rares. Je t'avoue que là, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais t'en citer deux. Donc, je sais, ça fait un peu cinéphile, on va dire, du dimanche, mais je vais te citer La planète sauvage de René Laloux. Ah, magnifique. C'est un film, on va dire, assez angoissant et du coup qui destine un portrait assez pessimiste de l'humanité, hein, voilà, qui est vu comme une espèce, on va dire, dominée. Et aussi, on a Le Roi et l'Oiseau, qui est un film d'animation. Je connais Le Roi et l'Oiseau, tu fais aussi, je pense. Roi l'oiseau, magnifique aussi, très beau film. Magnifique. Juste, moi, ce qui m'a un petit peu tiqué, c'était le fait que ça reprenne un peu les codes visuels des comics, enfin pas des comics, d'animation américains, notamment Disney avec Mickey Mouse. Mais je comprends en fait l'intention, c'est pour montrer aussi une espèce d'empire américain qui fait office d'invasion culturelle de la France. Et il y a aussi toute une question sur la classe sociale, encore une fois, et sur les conditions de travail des ouvriers. Et pour incorporer ça dans un film pour enfants tout en montrant, tout en étant divertissant et beau, ben moi je trouve que c'est un sacré tour de force. Parce que bon, souvent dans les films d'animation on dit ouais mais regarde ça traite de sujets adultes donc c'est une série adulte ou c'est un film adulte. Mais en fait je pense que ça ne devrait pas être ça, ça devrait être l'intelligence du propos et non pas le propos en lui-même, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comment il met ça en place, qu'est-ce qu'il est en train de dire, voilà, c'est pas seulement je mets ça parce que j'ai envie de mettre ça, quoi. Après, il y a certains films, c'est vrai, d'animation qui, par exemple, français, là, tu viens de citer Planète Sauvage, c'est pas un film que tu montrerais directement à un enfant très jeune, parce que là, par contre, le film est plus violent, on va dire, dans ce qu'il veut montrer. Oui. Mais aussi, il y a un autre film, je pensais, Pas le tableau que tu pensais? le tableau, exactement, voilà, le tableau. Un beau film aussi, tu vois. Alors, le tableau, j'ai juste un peu de mal avec entre guillemets le scénario, en fait je le trouve assez quelconque, mais il y a pas mal d'idées visuelles qui sont très intéressantes et qui sont vraiment je trouve assez jolies. Et tout récemment on peut même citer Lune, Gardien de la Lune, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. J'ai vu. Pareil, c'est assez classique, mais là
encore une fois, l'intérêt du film, c'est surtout ces idées visuelles qui sont assez intéressantes. Après, bon, Lune, Gardien de la Lune, le problème de ce film-là, c'est que c'est un peu trop classique, quoi. C'est un peu trop... Hein? un peu Y a trop pas rythmé, quoi. de... Pour toi, il y a vraiment... C'est resté vraiment classique et il n'y a pas quelque chose de plus, en plus. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait? Parce que bien, déjà, pourquoi le film te semble comme ça, qui n'a pas, dire qu'il n'apporte pas quelque chose en plus par rapport, dans le cinéma d'animation français par rapport aux autres. En fait, je sais pas comment tu le, là c'est plus la question que je te pose, comment tu le vois que ça apporte. Moi, je suis pas assez calé sur le cinéma d'animation non plus. C'est-à-dire que j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Je viens de découvrir récemment Bill Clypton, donc il y a plein de noms d'animation qui m'étaient étrangers. Et du coup, j'essaie de découvrir. Comme je dis, je suis pas un très grand cinéphile et j'essaie de me cultiver aussi vite que je peux et aussi bien que je peux. Mais en cinéma français, il y a peut-être des films que tu vas me citer que je m'en Bah, souviens. je te, Là, Mille Gardes à la Hmm. Lune, en fait, mon problème, c'est surtout que ça ressemble, enfin, ça ressemble. Dans la structure narrative, ça ressemble un peu à du Pixar. La localité française, c'est plus un Pixar, mais avec un style visuel un petit peu différent, quoi, voilà. Mais franchement, moi je te conseillerais, parce que je l'avais vu il y a longtemps ce film et ça m'a beaucoup marqué. T'as le film Renaissance, un film français d'animation magnifique, en noir et blanc. Ouais, mais j'ai fait Je m'attendais pas du tout à un film comme ça. Bon là, un peu plus sombre. qu'est-ce que c'est, en fait, Renaissance? Hmm. Qu'est-ce que c'est, du coup, Renaissance? C'est Je peux en parler. ça m'a beaucoup fait penser alors ça va te faire paraître bizarre, mais à Taken, avec notre bon vieux Liam Neeson. Ça me fait, bah, c'est en fait le scénario est incroyable et en fait ça ressemble à rien mais c'est complètement à part là. C'est plus un cinéma qui se qui est un peu dans l'héritage des BD métal hurlant, quoi, quelque chose de plus sombre, mais dans quelque chose de plus on va dire plus drôle et plus tout public. On a bien sûr les triplettes de Belleville, ça c'est magnifique. Ah oui, ouais, c'est ça, ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est très bon. Alors, par contre, Trio de Belleville, qu'on se mette d'accord, moi j'aime le film, mais j'aime pas ce qui s'est passé derrière les coulisses. C'est-à-dire que, apparemment, le réalisateur a été accusé d'avoir volé le travail d'un autre. Et Ah, si toi, ça c'est au courant. ça je savais pas. Après voilà, Ouais. c'est vrai que le film. Et, et là, là-dessus, moi, j'adore le film parce que je le trouve brillant et drôle, et surtout, bon, c'est vrai que c'est un côté un peu vieille France, mais justement, il y a un côté, enfin, je sais pas, tu vois tu vois la silhouette des personnages, tu vois que c'est une caricature, mais c'est assez intelligent mené, quoi, parce que du coup, il n'y a pas de dialogue, encore une fois, mais du coup, tu comprends toutes les nuances qu'il y a dans le film. Et moi, je trouve ça juste hyper drôle, Mais tu quoi. sais que ce film, quand je l'ai vu enfant, bah ce film m'a pas traumatisé, mais c'est vrai que les images, sur le coup, j'ai cru que c'était presque un film d'animation d'horreur ou quelque chose, parce qu'en fait, c'est vrai que ces dessins m'avaient presque fait flipper quand j'étais plus jeune. Ouais. J'en ai un souvenir, et même j'ai un souvenir d'une scène où ils mangent des cuisses de grenouille. Voilà, ça m'a marqué. Ah, mais c'est bon. Moi, j'adore, c'est qu'on, si, pour ceux qui me filment, euh, c'est surtout la manière avec laquelle les personnages principaux pêchent la grenouille, quoi. Ça, c'est excellent, enfin. Ah, Je veux dire, à grands coups de grenade dans l'eau, enfin, moi, je trouve l'idée est tellement bête, mais il fallait y penser, quoi. il Et y a, surtout, le timing comique est extrêmement bon, quoi. Il est excellent. il y a un film, je sais pas si tu l'avais vu, moi je l'avais bien aimé, c'est le Magasin à suicide. Donc, c'est pas Ah, c'est film d'animation, je crois que c'est plus que ça, mais, Ah ouais. Ah ouais. Bah tiens, ça, je te conseille, j'en étais aussi un peu, euh, un peu aussi étonné. Bah là, on va faire quelque chose, on va aller, du coup, sur le cinéma anglais d'animation. Tu seras peut-être un peu mieux calé. bah, je sais pas. Je sais pas. En fait, je regarde, parce que c'est vrai que même au niveau de tête, de cinéma d'animation anglais, quand tu cherches, parce qu'en fait, c'est vrai que le cinéma d'animation américain a presque tout écrasé en fait avec Disney, mais pas écrasé dans le sens les gens sont. Alors, si, mais tiens, on peut parler. Alors, je ne sais pas si ce film. Ah, bah, si, je peux parler. Je crois que c'est italien. Ça s'appelle Felidae. Felidae, qui est un film sur les chats. Je sais pas si toi tu l'as vu. Je crois qu'il me semble que c'est italien. Je vérifie vite fait. Alors, je crois que c'est c'est allemand.
Ah, c'est Anne, non, pardon, excusez-moi, bon, j'ai rien dit. Et pareil, Felidae, alors ça, c'est un film sur les chats de gouttière, chats de quartier. Et alors là, pareil, il y a toute une espèce de conspiration au niveau des chats, de la pureté de la race, et c'est violent, c'est gore, ah, c'est sans demi-mesure, hein, là-dessus. Et ça c'est un peu l'intérêt en fait de Felidae, c'est surtout de voir les décapitations des chats, et puis cette ambiance fade et moche, et vraiment un peu dégénéré, quoi, de quartier, quoi. Bah c'est là, c'est Je trouve ça très drôle parce qu'il y a pas mal d'humour noir en plus. Donc, ouais, mais c'est comment dire, c'est le point positif d'un film d'animation, c'est qu'il peut se permettre des choses que n'a pas la possibilité de faire un film. Encore que maintenant avec les technologies on arrive, mais c'est vrai que même à l'époque, on prend un film des années 80 ou même celui-là il est de 90, c'est vrai qu'on n'a pas le cinéma d'animation peut se permettre plus de choses, du coup il y a une plus grande liberté aussi qui permet de ça. et en parlant justement de l'Angleterre, on cherchait justement un film à voir. Eh bien, on est tombé, enfin, moi je suis tombé il y a quelques années sur The Plague Dogs, donc les chiens de la peste. Et ce film est aussi un film très vu, notamment sur ces chiens qui ont la peste en eux, du coup, qui déciment, on va dire, des pâturages, des troupeaux sur leur chemin, et qui sont accompagnés par un renard. Du coup, ils apprennent la pure vie, on va dire, de la nature. Et on se rend compte qu'en fait, leur vie, ce n'est qu'une vie de souffrance. Et en plus, cette vie en laboratoire, c'est une nature, enfin, finalement, c'est deux vies dont ils ont du mal à accepter, quoi. Donc, ils sont toujours de fuir, toujours de faire attention à ce qui passe sur eux. Et la fin du film est ambiguë et excellente. Et ça, c'est un film que je t'ai conseillé. Ouais. Et tu l'as vu, du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, The Plague Dogs, film que je me rappelle tu m'avais conseillé. C'est vrai qu'au début, alors c'est sûr que moi je suis pas, j'arrive moins facilement à rentrer en cinéma d'animation. Surtout que je pense que j'avais une période où j'en avais vu beaucoup et je me disais il y avait plus grand chose de nouveau à voir pour moi. Et tu m'avais conseillé ce film. Je m'attendais à rien, dans le sens où je voulais pas m'attendre à quelque chose. J'ai regardé ces films et c'est vrai que j'en ai été étonné. Alors, je trouve pas que ça soit un grand film parce qu'il y a quelques petits défauts. Mais au niveau de l'animation, là c'est plus critique au niveau du détail. Mais sinon le film en lui-même, c'est vrai pour un film d'animation, il soulevait des points hyper importants. Par le chien en fait, cet animal, il faisait une critique en gros de la société humaine, une une société très violente. Alors je connais pas les intentions de l'auteur, mais je pense qu'il doit avoir un discours. Il y a un discours contre la violence animale. On le voit au début du film, hein, ces chiens mis en cage et la violence dans laquelle en fait ils traitent les animaux, parce que je crois qu'il y a même il y a des singes, je crois, à l'intérieur ou des trucs comme ça, d'autres animaux, je crois. Aussi, bon, on va encore spoiler. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais bon, voilà, pour moi je veux une petite alerte spoiler, on va dire. La fin du film est pour moi ce qui élève tout le reste en fait, c'est-à-dire que ils ont plus d'échappatoire, et ils sont encore du coup chassés, et puis là ils doivent nager pour s'enfuir, et puis là ils voient à ce qui s'apparente être une île, et l'autre tu lui dis regarde, tu le vois l'île au loin, et l'autre il lui répond non, je ne la vois pas. Et elle dit mais c'est pas grave, continue de nager. Et tu vois l'île au loin qui est couverte de brume, qui est comment dire, qui est pas vraiment perceptible, on va dire. On sait pas si c'est un mirage ou non. Et ça c'est toute l'ambiguïté du film du coup. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à la fin on est sans suspens. C'est-à-dire est-ce qu'ils vont réussir ou est-ce qu'ils vont pas réussir. Mais aussi c'est pour montrer peut-être aussi un passage vers la mort. Donc je trouve que la poésie dans ce film est assez touchante. Je la trouve même assez brillante. Et effectivement, il y a tout le message de l'expérimentation en laboratoire, du fait que les animaux soient considérés comme des objets, comme des tests et non pas comme des animaux. Mais je pense aussi qu'il y a tout un côté onirique au film que peut-être on devrait aussi développer, tu vois. Mais c'est vrai que
un film qui est pesant, quoi, on va dire, sur son ambiance. Hmm, totalement. Mais je pense que, allez, là c'est un petit défaut rigolo, peut-être le seul défaut que j'ai. Alors la musique est bien, c'est la musique de fin, la musique est très très bien, mais je trouve qu'en fait, placée d'un coup après cette fin, ça dénote totalement en fait. En fait, la musique fait très 80s d'un manière d'être fait, et je trouve qu'elle détonnait trop. En fait, elle est très bien la musique en elle-même, hein, mais elle détonnait trop juste après cette fin, que je trouvais très très belle. Et je pense ça aurait peut-être fini sur une musique peut-être plus douce. C'est juste ça, mais ça c'est personnel. Je trouvais que ça détonnait trop. Et en parlant du cinéma, donc, nous allons continuer en allant en Europe. En Europe, j'entends évidemment l'Europe de l'Est, hein, c'est-à-dire un cinéma dont on n'a pas forcément parlé et pourtant qui est très influent. Donc on peut citer notamment le cas de la Pologne, avec Polanski, un réalisateur, on va dire, de renommée internationale, qui a réussi à s'exporter en France et aux États-Unis. On peut aussi citer Wajda, donc un cinéma certes plus militant, et qui du coup s'ancre plus vers un cinéma historique. On peut aussi citer notamment le cas de l'Autriche, avec évidemment Michael Haneke. Michael Haneke qui a un cinéma très froid et très calculateur, et qui dépeint une vision de son pays et des relations humaines de façon, on va dire, comment je pourrais qualifier ça, robotique, voilà, ce sont des automates qui parlent. On n'y a pas d'émotion, ce n'est que manipulation, ce n'est que distanciation. Enfin, ce sont, voilà, il y a ces cinémas-là, parfois considérés à tort ou à raison comme des films, on va dire, austères et sordides, alors qu'ils recèlent une richesse dont on n'a pas encore conscience aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. C'est un cinéma. Bah, si on prend Haneke, la, la, la dernière fois dans le podcast sur le cinéma d'horreur, on avait évoqué Binis Vidéo. Haneke, il a un cinéma très froid, très proche du cinéma allemand, mais du coup qui rend ses films plus glaçants quand ils en ont envie, parce que bien sûr ces films sont pas tous soit des thrillers, soit trop. Il y a des drames, des films. Déjà, je crois à ma connaissance, je crois qu'il a jamais fait de film de comédie, mais c'est vrai il a des films très très durs, très très froids. Et quand on voit un film comme Venice Video, c'est sûr que en fait, je pense que c'est surtout c'est un cinéaste qu'on doit vraiment s'intéresser bah tu vois là, on va être vraiment en accord, je pense peut-être pas pour ses scénarios, mais beaucoup sur sa mise en scène. Parce que sa mise en scène est incroyable dans la manière d'être faite. Je pense que déjà il a un style à lui qu'on peut pas objectivement on peut pas lui reprocher quelque chose sur ses films. Il a quelque chose de typiquement hanekien, si on devait donner un adjectif, et ouais, qui rend totalement ces films incroyablement froids, qui rend les films très malaisants. Mise vidéo, je sais pas comment toi t'as vu ce film, mais c'est vrai que c'était hyper malaisant. Alors, c'est-à-dire que moi, malheureusement, Haneke, j'ai pas eu la chance de le voir, de voir beaucoup de ses films, notamment parce que quand j'ai acheté les DVD, il y avait pratiquement 80% des DVD qui étaient soit rayés, soit ils étaient mal imprimés. Donc, en fait, il y avait quoi, 95% des films qui ne marchaient pas. Donc, j'ai vu vraiment un film de sa filmographie. C'est dommage, hein, parce que bon, voilà. J'avais vu il y a très longtemps Amour. Malheureusement, j'ai plus vraiment de souvenirs d'Amour. Et j'avais vu aussi une petite partie de 71 fragments d'une chronologie du hasard, qui est un film, on va dire, qui commence par une série de reportages télé, et pareil, qui construit tout un discours sur le sensationnalisme des médias, et grâce à son collage, on va dire, de plusieurs reportages, il construit son propre discours et il montre par la réappropriation de ces émissions télé, il est capable de retourner le discours dominant en un discours beaucoup plus nuancé. Et malheureusement, moi j'ai vu que les 20-35 minutes du film, donc malheureusement, j'ai pas pu continuer. Donc je pourrais pas trop en dire dessus. Mais quand j'ai vu Benny Video la première fois,
ça m'avait quand même choqué. Voilà, on peut le dire. C'est vrai que, comme Amour, par exemple. Amour, c'est un film qui est anxiogène. C'est un film qui enfin, qui se révèle très étouffant pour le spectateur. C'est-à-dire que c'est un film qui ne va pas chercher à te distraire. Il va pas chercher des éléments comment dire, pour te divertir. Il va pas chercher des éléments pour créer une seconde intrigue. Tout se passe sur une seule histoire et les propos même jusqu'au boutiste. Voilà, on va vraiment montrer que c'est des sphères familiales qui se détruisent et où naît une espèce de morale inversée, on va dire, où le mensonge, la manipulation laisse place aux valeurs, on va dire, beaucoup plus universelles, genre l'amour, l'amitié, parce que chez Haneke, il n'existe pas d'amour, il n'existe pas d'amitié, c'est souvent très cru et c'est souvent très... comment je pourrais dire ça? Faut bien comprendre que Haneke veut choquer. C'est ça, son but. C'est de choquer Et pour ça, il va utiliser intelligemment des images, on va dire, à but choquant, voilà. Des images qui vont perturber la vision du spectateur et qui va ensuite permettre d'instaurer une ambiance dans laquelle les victimes, entre guillemets, et les bourreaux se confondent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez lui, il n'y a pas vraiment de frontière entre les gentils et les méchants. Voilà, c'est des nuances de gris. Mais c'est des nuances de gris, en fait, qui tirent surtout vers le noir. Ça rejoint un peu Pasolini, dans un certain sens. Mais Haneke se permet vraiment de rester à l'essentiel, c'est-à-dire vraiment son scénario, le scénario de Funny Games par exemple, il est assez simple, mais c'est surtout la lenteur de la situation. On a l'impression que ça n'en finira jamais et ça monte en intensité petit à petit jusqu'à en fait avoir presque une catharsis, quoi. Et on en ressort assez terrifié, je trouve, de Haneke. Et pourtant, chez lui, il y a tout une sobriété dans son propos, une sobriété plutôt dans l'action, mais sa sobriété, elle décuple, on va dire, l'effet d'horreur. Hein. Alors je sais, ça revient un peu à dire ce que j'ai dit dans le premier podcast, mais Haneke vraiment dépeint l'horreur humaine sous ses coutumes. Totalement d'accord avec toi là sur ce sujet. On va pas être en très grand désaccord. Bon, alors parlons du cas Polanski. Alors Polanski qui est un réalisateur du coup polonais et qui a fait des films polonais, mais il a aussi fait des films du coup à l'international. Alors est-ce qu'on peut considérer Polanski comme un réalisateur on va dire culturellement européen? Alors le cinéma de Polanski est européen et oui, est un cinéma, moi je dirais bien européen, et même en fait quand il l'exporte, c'est un cinéma européen parce que il reprend tous les codes d'un vieux cinéma. Alors je me suis toujours dit en fait, parce que c'est vrai que moi de Polanski, les comment dire, les images que j'en ai, comme il a beaucoup tourné aussi en France, j'en ai beaucoup. En fait, Polanski, c'est un cinéaste qui ressemble à tout en ressemblant à rien. Ça veut rien dire peut-être ce que j'ai dit, mais dans le sens où quand je le vois dans je sais pas, je le décrirais pas d'un pays particulier, donc comme je sais pas, je connais peut-être pas assez bien le cinéma polonais pour me dire qu'il ressemble peut-être au cinéma polonais. C'est vrai que comme il habitait aussi en France, qu'il a tourné beaucoup de films en Angleterre. J'arrive pas à me dire que Polanski a un style. Il a un style européen par sa simplicité. C'est pas un cinéma de divertissement à l'américaine. Il y a pas un côté. Ces sujets n'ont pas de ce qu'on pourrait dire le fait que par exemple dans un cinéma américain, tous les héros ils assument leur choix, leur acte. Ce qui est très drôle par rapport. C'est pas propre au cinéma européen. Je
veux dire, il a aussi fait des œuvres de divertissement. Enfin, mais ce que j'entendais, c'était surtout les influences culturelles qu'il avait importées aux États-Unis. Voilà. Et Polanski n'a jamais, pour moi, il n'y a jamais, là j'en ai pas en tête, mais même Rosemary Baby, c'est un petit film, c'est des petits films, à la base des petits films, en fait, j'en ai pas là en tête, mais je crois pas qu'il a fait, d'ailleurs, même par exemple, le Bal des vampires, c'est un film totalement européen, par ses bases, parce que, en même temps, c'est un film, quand tu le vois, tu dis, c'est totalement Polanski, mais c'est un film comment dire, qui amène le cinéma anglais d'horreur avec la comédie presque burlesque anglaise. Il y a quelque chose de très... En fait, il reprend presque les codes de chaque pays dans lequel il tourne souvent. C'est des... Alors bien sûr, pour l'époque, c'est des films quand même avec un certain budget, mais ils ont toujours été des petits films qui ont pris une ampleur incroyable. Même ses premiers films, Répulsion, même c'était quoi, Cul-de-sac, ouais. C'est des films qui sont totalement... Ce qui est fou, c'est que c'est des petits films, mais à chaque fois que je les vois, je me dis putain, c'est des grands films. Il a toujours un petit budget, un minimalisme, et en fait, grâce à un minimalisme, il fait des œuvres immenses. C'est ça que je trouve incroyable chez Polanski. D'accord. Après, c'est vrai que là, à me dire, est-ce qu'il vraiment ressemblerait à... Je pense qu'en fait, il prend les codes de tout, donc ouais. Ok. Et par contre, c'est pas du tout pour moi un cinéaste américain ou autre. Il a pas du tout il a un style européen. Après, à le trouver ou dans ce cinéma européen, je ne sais pas. D'accord, c'est bon. Parce que du coup, après, ce que j'entendais par Polanski, c'était plutôt savoir est-ce que c'était ses choix artistiques étaient ceux des studios ou plutôt vraiment ceux qui l'inspiraient. Parce que tu prends des cas comme par exemple Louis Leterrier, un réalisateur du coup, je suis le choc du titan et la colère du titan, et plein d'autres merdes au passage. C'est un type qui s'est installé aux États-Unis et qui fait des films de commande, on va dire. C'est Yes Man. Ça a plus d'identité là. C'est vraiment des films quand tu... Moi, c'est vrai que nous, c'est parce qu'on vraiment s'intéresse à ça, on s'intéresse au casting, tout ça, mais c'est vrai que une personne qui ne connaît pas Louis Leterrier ou même qui ne sait pas que le film a été réalisé par un Français ou autre, il se dirait c'est un film américain. Le film n'a pas d'identité autre à être. C'est vrai comme tu dis, c'est un film de commande quoi. C'est... Et du coup, c'est pour ça, c'est un peu ça, parce que les États-Unis ont beaucoup de moyens, donc ils peuvent se permettre d'importer des réalisateurs, notamment à la Seconde Guerre mondiale. Faut pas l'oublier quand même qu'il y avait des réalisateurs français qui se sont échappés de leur pays, et du coup qui sont allés faire des films aux États-Unis, notamment les plus connus étant Fritz Lang, notamment il y a toute une période avec des films américains qui critiquent la société américaine, notamment le meilleur étant pour moi L'invraisemblable vérité, je crois que ça s'appelait. Et ce film-là, et je trouve excellent, c'est vraiment une critique sévère du système judiciaire américain. Et je trouve un peu plus génial. Alors tu vas voir qu'il a fait il a fait 2 films, je crois. 2 films qui est pas du tout vraiment critique sur... Alors je pense que c'est peut-être un film à part, mais il a fait quelques films américains, Fritz Lang, qui sont complètement, ce qui est fou, complètement américain. Quand tu vois ce film qui est pas du tout critique, qui est un film sur vraiment un peu la gloire et l'honneur de l'Amérique. Il a fait quelques films, ce qui sont rares. Ça a été des 4 et 5 ans. Très fort. Moi là je te parle, par exemple, je veux dire, il a toujours cette amertume des États-Unis. Et quand je parle de Fritz Lang, je veux aussi parler de Jean Renoir. Jean Renoir qui est aussi très connu pour ses films français. Notamment, je pense que si on parle de Partie de campagne, son court-métrage extrêmement connu. Si on parle par exemple de La règle du jeu, je pense que tout le monde connaît ces films-là. Et du coup, il s'est exporté aussi aux États-Unis. Bon, lui, il a eu moins de chance parce que lui, au niveau des décisions artistiques, il n'a pas eu beaucoup de chance. Mais du coup, après, il est revenu en France. Et c'est un peu pareil pour Fritz Lang, mais sauf que Fritz Lang a quand même pu faire ce qu'il voulait, au moins au début des années 60, tu vois, milieu des années 50, 60. Mais c'est la chasse aux nazis, quoi. Mais c'est surtout que la différence, c'était, après ça aide, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent parce que c'était déjà une star, avec déjà des films comme Metropolis. Pour l'époque, c'était vraiment des budgets inouïs, donc c'était vraiment
Fritz Lang, c'était vraiment un peu l'intouchable, le saint que tout le monde recherchait. Même c'est pour ça que les Américains l'ont pris, parce que il y avait ça aussi qui jouait, ce qu'il était très connu. Et Fritz Lang, c'était à l'époque l'un des plus grands réalisateurs au monde. Ouais, Donc ça, voilà, donc je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon pour le cinéma européen. Donc voilà, donc on peut déjà dire que ce cinéma est quand même infiniment riche. C'est quand même la culture européenne est constituée de plein de pays différents, des cultures différentes, des peuples différents, une façon de voir différente. Hein, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui, pour contrer, on va dire, l'argument élitiste, s'amusent à dire que les films de l'Europe de l'Est se ressemblent, ce qui n'est pas vrai, parce que l'Estonie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, enfin l'ancienne, l'ex-Tchécoslovaquie, je ne pense pas que ce soit exactement les mêmes types de films. Et culturellement, je veux dire, c'est quand même un cinéma qui peut parfois se montrer assez exigeant. Ça ne veut pas dire que les Européens sont les plus intelligents et que les Américains sont cons, mais c'est un autre cinéma qui se doit d'être protégé et qui doit aussi être préservé, tout simplement pour la puissance culturelle du territoire, quoi. Par exemple, il est vrai qu'il y a des pays assez obscurs au niveau de cinéma, dont on n'a aucune idée. Par exemple, le Portugal, je connais qu'un seul réalisateur qui s'appelle João César Monteiro, qui est un réalisateur portugais. Donc c'est un réalisateur qui met surtout en avant, on va dire, sa vie. Je vous conseille de voir la trilogie de Dieu, donc avec la comédie de Dieu, les noces de Dieu et son troisième film, je crois, qu'on s'appelle Va-et-Vient. Et il se met, on va dire, en scène avec un jeu sur le visuel. C'est beaucoup des plans fixes et ce sont des tableaux à voir. Enfin, il y a un jeu de couleurs qui est intéressant. Et on voit souvent João César Monteiro assis sur un banc ou assis sur quelque chose. Et en général, c'est un film qui est extrêmement contemplatif. Et c'est un film qui est à la fois contemplatif, mais aussi extrêmement critique envers la religion du Portugal. Et se permet aussi d'être transgressif au niveau de la sexualité. Et du coup, on voit des fois des femmes qui sont représentées avec des costumes, on va dire, un peu fantasques. Et justement, c'est un jeu sur le fantasme de l'auteur et puis aussi sur le fantasme visuel, quoi. Donc on sent que la femme épouse parfaitement le visuel du film. Et je vous conseille du coup Monteiro, donc on n'aura pas trop le temps d'en parler, mais pareil, c'est un réalisateur, je pense, qui mérite de se faire connaître, même si ça ressemble plus ou moins à la nouvelle vague française, du moins au niveau de sa recherche visuelle, mais c'est un film qui est très intéressant pour ses propos, qui est un film qui n'a pas été encore assez analysé. Il y a bien eu quelques petites rétrospectives à la Cinémathèque française, mais ça reste encore assez calme et j'espère par la suite qu'il y aura des analyses et j'espère qu'on en parlera pendant longtemps, parce que c'est vraiment un réalisateur très intéressant et qui a été, je pense, assez sous-estimé. Ouais, donc ça a été une belle découverte qu'on vous a fait. Je connais pas du tout ce cinéma portugais, donc allez le voir si vous voulez découvrir un peu plus tout ce cinéma. Et j'aimerais juste rajouter une dernière chose. Regardez L'Incinerateur de Casaves. Voilà. Il y a un film européen que vous devez voir, un film qui n'est pas très connu et qui est un chef-d'œuvre. Regardez L'Incinerateur de Casaves. Je n'en dirai pas plus. Allez le voir. Moi, je vous conseille tous les Monty Python, allez voir. Film britannique incroyable. Donc cette chronique est donc terminée. Cinéma européen, on n'a pas pu faire tout. Je pense que pour une prochaine fois, on va avoir des sujets bien plus précis, ou même mieux encore. Ça va être annoncé sur des films précisément, ou sur une sélection de films dont le temps. D'avance, de ne pas avoir développé, pas s'être attardé sur un type de cinéma en particulier, ou tout simplement d'avoir traité en profondeur le sujet. Ce qu'on voulait surtout faire, c'était un tour d'horizon du cinéma, c'était surtout pour faire découvrir des films et par la même occasion pour nous
de réfléchir sur ce concept de culture européenne. Bien sûr que c'est pas une réflexion très approfondie, mais on espère que ça vous aura fait réfléchir et on verra ça pour la prochaine chronique. Voilà pour une prochaine chronique qui sera peut-être sous l'aspect, car oui, il y aura une petite surprise pour Chacola. J'ai travaillé un tout petit peu, on verra sur quoi. Je travaillerai plus pour la prochain podcast. Peut-être qu'on sera sur des films un peu plus barrés, un peu plus étranges. Je vous promets. Je sens la décennie. Je crois savoir la décennie. On verra si la décennie est définie, mais je vous promets un épisode qui sera un peu mieux. On espère que cet épisode sera un peu mieux réalisé. On a eu quelques coupes, moins de problèmes. Le son de Chacola a été mieux cette fois-ci, grâce à une meilleure connexion. Cet épisode a été une meilleure connexion, on va dire ça. Voilà, on espère que ça vous a plu. Nous aussi, on se fait plaisir à faire ça. C'est notre second podcast. Je vais laisser le dernier mot de la fin à Chacola. Moi, je vous dis à plus, à une prochaine. Eh bien, moi, je vous dis aussi à plus. Et comme dirait un génie de ce monde, hein, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.